Alors, nous recevons le Centre de recherche-action sur la réalité, sur les relations raciales, avec M. Faux Niemi et M. Alain Babineau. Vous connaissez les membres du comité consultatif sur la réalité policière, Mme Marlene Jennings, Mme Nicole Gibault, Bonjour. M. Louis Côté. Bonjour. Et M. Alexandre Matt. Bonjour. Alors, effectivement, les consignes, c'est que vous avez 10 minutes pour présenter le contenu de votre mémoire. Je vais me permettre de vous signaler lorsqu'il va rester 1 minute et par la suite, on aura une vingtaine de minutes d'échange avec vous. Alors, dans ces conditions, si tout vous convient, alors je vous, directeur général, la parole. La parole est à vous. Bonjour, monsieur le coordinateur, et bonjour les membres du comité. Je vous remercie de nous avoir accordé l'opportunité de participer. Je suis accompagné de monsieur Alain Babineau, qui est conseiller sur les questions de sécurité publique et de profilage racial. Je voudrais peut-être vous dire que nous sommes très, très heureux de participer. Étant donné nos expériences au cours des 3 dernières décennies sur les questions de police minorité ici à Montréal et au Québec, nous pensons que nous avons des réflexions et des recommandations assez pratiques pour contribuer à cette discussion, à la réforme du système de police au Québec. Nous voulons être constructifs et en fait, notre intervention d'aujourd'hui à 2 niveaux. Il y a un niveau, on appelle ça la bonification du statu quo avec ce qui existe. Et l'autre niveau aussi, c'est dans un monde plus idéal du 20e siècle, le monde qu'on n'a plus, disons qu'on rêve, nous proposons des choses qui pourraient transformer complètement le statu quo avec des propositions qui peuvent vous paraître un peu radicales, mais pratiques et peut-être porteuses de solutions. Vous savez que nous avons, depuis quelques années, nous travaillons beaucoup sur les questions de profilage racial, de discrimination dans les services de police, mais au-delà de ça, ce qu'on vous propose, c'est une façon d'un regard systémique sur les changements qui doivent porter au service de police, à l'action policière, de manière, disons, avant-gardiste, pratique, et aussi qui correspond aux besoins non seulement de la population locale, mais aux besoins, peut-être aux aspirations même des personnes qui veulent devenir policiers et policières, et ce pour amour de leur profession. Donc, nous avons 9 points. Donc, nous allons parler de la nécessité de moderniser des rôles et des responsabilités des services de police et des directeurs de ces services-là. Donc, nous avons des propositions par rapport à peut-être une meilleure définition de la mission, du mandat, du rôle et responsabilité des chefs de police par rapport à leur service, au niveau de la relation avec la communauté, de proximité avec les divers groupes de la population et de plus respectueux, entre autres, de la loi et des normes des droits de la personne. Nous proposons ici, dans notre intervention, des moyens de bonifier la formation, le recrutement et l'embauche afin de créer un service de police beaucoup plus, disons, représentatif. Et nous avons aussi des propositions pour réformer le système de déontologie policière, pour permettre non seulement une meilleure imputabilité, mais aussi un meilleur contrôle des normes de qualité de service et de normes de conduite des policiers et des policières pour les années à venir. L'une des choses sur lesquelles nous aimerions insister, c'est la notion de collecte de données basées sur la race, afin de mieux documenter l'impact et les conséquences des interventions policières auprès des populations racisées. Et nous voulons aussi qu'il y ait aussi des réformes des politiques, des pratiques administratives courantes, que ce soit au niveau provincial ou au niveau des services municipaux, afin d'assurer qu'il n'y a pas de discrimination systémique ou de discrimination indirecte face à la population, que ce soit des personnes racisées, des personnes de bas revenus, des jeunes ou autres. Et maintenant, la question de, bien sûr, la sanction et les moyens pour augmenter l'imputabilité, la transparence et le respect des droits des citoyens. Nous avons plusieurs propositions afin de proposer une service de police moderne, transparente et adaptée au changement.
Parmi ces changements, il y a aussi toute la question des changements technologiques qui peuvent aider à contribuer à la croissance de l'imputabilité, à la transparence et aussi à la confiance du public à l'endroit des services. Par exemple, toutes les questions de surveillance policière avec des moyens technologiques, le port de caméras portatives, ensuite, et finalement, en termes de mesures d'imputabilité, la nécessité d'être transparent avec le nombre d'évaluations, le nombre de plaintes, de poursuites et des coûts de ces poursuites face à des problèmes de conduite policière ou de problèmes de discrimination dans les services de police. L'une des choses que nous aimerions suggérer aussi, souligner, que les recommandations que nous présentons aujourd'hui reflètent nos expériences sur le terrain au fil des ans. Certaines reflètent les recommandations de la Commission vient par rapport aux peuples autochtones, mais la plupart de nos expériences, par exemple, nos expériences en matière de programme d'accès à égalité et pourquoi les services de police ont encore du retard dans la représentation de minorités visibles et des autochtones en leur sein, nous permettent peut-être de contribuer à cette discussion de manière concrète, critique et constructive. Je crois que nous voulons vous proposer aujourd'hui et l'ensemble de la population de mesures qui visent d'une part à bonifier et accroître la qualité de service de la police envers la population, mais en même temps trouver des moyens pour assurer des relations harmonieuses basées sur la confiance entre le public et la police afin d'assurer de manière, disons, idéale la sécurité publique dans un contexte qui, entre autres, respecte la diversité et l'évolution des normes des droits et libertés de la personne. Donc, ceci conclut notre présentation et nous sommes ouverts, M. Babineau et moi, à échanger avec vous sur des propositions. Je souligne que les propositions que nous avons dans notre document, ce sont des solutions de départ. Il y a d'autres choses que nous voulons apporter aujourd'hui. Si jamais vous voulez être audacieux et être visionnaire avec peut-être des moyens que mon collègue, M. Babineau, va vous présenter afin d'atteindre les objectifs et les idéaux que on s'est donnés. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, M. Niemi. Peut-être, M. Babineau, si vous avez des propositions, est-ce que je vous donne l'occasion de nous les partager maintenant et on pourra engager la discussion par la suite parce qu'il reste du temps. Alors, si ça vous convient. OK, bien écoutez, je pouvais parler de la modernisation des rôles et des responsabilités des directeurs. Une des choses qu'on a observé, c'est que bien souvent, toute cette sensibilisation-là doit débuter au plus haut niveau, au niveau du service policier. C'est important que ça commence avec la direction de la police. Selon nous, il y a encore des gens dans les hauts niveaux policiers qui ne croient pas que les préjugés implicites sont un problème. Alors ça doit être examiné très soigneusement pour s'assurer que de l'ordre de justement le mandat et le rôle d'un directeur, la sélection d'un directeur, l'importance que cet individu-là peut avoir eu vis-à-vis son implication avec les communautés diverses de son milieu policier ou ailleurs si la personne vient d'une autre région. Alors ça devait être aussi, non seulement au niveau de la sélection du directeur, mais aussi au renouvellement de son contrat ou de son mandat. Et puis justement, ce renouvellement-là devrait être mesuré en fonction de l'œuvre ou du travail que cet individu-là a mis vis-à-vis le rapprochement avec les communautés de son milieu. Au niveau de la formation, je pense que c'est absolument essentiel qu'on réévalue si oui ou non la formation technique policière devrait être la seule ou la porte d'entrée principale vis-à-vis l'entrée à Nicolette ou à l'École nationale de police de Québec. Je pense que le Québec est la seule province au pays qui a justement un cours au niveau collégial qui est essentiellement mandatoire avant de pouvoir accéder à la profession. Ça a des répercussions au niveau de diminuer le bassin de candidats potentiels qui pourraient devenir policiers. Et par exemple, si on prend l'Ontario, l'Ontario a un programme de technique policière similaire à celle du Québec, mais ce n'est qu'un programme de collège comme n'importe quel autre. Alors, ça
personne, par exemple, qui a un diplôme en sciences sociales ou en communauté urbaine ou quoi que ce soit, de pouvoir aussi espérer à accéder au milieu, une carrière au niveau des services de police. Je pense que si on veut ouvrir l'accès aux personnes de minorités visibles ou de groupes ethniques, autochtones, etc., je pense que c'est important de ne pas juste avoir une petite ouverture au niveau des personnes, le terme m'échappe, là, mais de conventionnel, si on veut, mais bien d'ouvrir justement la porte à d'autres personnes, mais des baccalauréats différents pour pouvoir accéder au domaine policier. Alors, c'est ces deux choses-là qui ont effet éventuellement sur le recrutement et l'embauche. Et puis, le bienfait serait aussi d'avoir justement des comités de vigie, okay? Surtout dans les endroits comme Montréal, des communautés plus multiculturelles, multiethniques, multilinguistiques, à l'intérieur desquels ces comités-là auraient aussi une opportunité de justement réviser les ressources humaines policières, l'embauche, etc., proposer des formations spécifiques en profilage racial, diversité, etc. Mais c'est important d'avoir accès justement à ces groupes-là qui peuvent contribuer à l'amélioration et la diversité des services policiers au Québec. Vous avez encore une minute, M. Babineau, où on s'engage dans les questions-réponses? Bon, on peut y aller aux questions-réponses. D'accord. Alors, d'abord, M. Côté, la parole est à vous. Bien, bonjour. Heureux de vous voir encore une fois en passant. Merci pour votre approche très posée et pragmatique. Écoutez, vous l'avez soulevé un peu, mais moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans les dernières semaines. Je vais oublier les nez dans l'ordre. Il y en a une qui m'a frappé beaucoup parce que je pense que ça touche vraiment les valeurs québécoises. C'est qu'à un moment donné, vous savez, il y a eu un grand débat par rapport à un mot qu'il ne faut pas prononcer. Et à un moment donné, un membre de la communauté racisée a dit « Savez-vous quoi? Ça fait mal quand on se fait traiter de ». Et moi, c'est le mot de tout le débat qu'il y a depuis un mois ou deux ou trois, même un an, c'est le mot qui m'a le plus frappé. Ça fait mal. La deuxième chose qui m'a frappé beaucoup, c'est d'entendre dire cette semaine que dans un quartier donné, où il y a quand même une certaine violence, quand la police apparaît, les gens font aller des cloches sur le balcon pour signaler l'arrivée de la police. Ça veut dire l'absence de dialogue total. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander? Parce que dans le fond, la chose la plus importante d'établir, ça aurait dû l'être depuis longtemps, mais établir, c'est un dialogue franc, honnête, ouvert, respectueux. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander au corps policier pour faire en sorte que les cloches disparaissent, puis il n'y a plus personne qui vienne nous dire « ça me fait mal ». Ben, je peux peut-être adresser le premier volet. Oui. Allez-y, M. Babineau, pendant ce temps-là. Véronique, notre technicienne, va essayer de récupérer M. Niemi, là, technologiquement. Allez-y, la parole est à vous. Écoutez, le mot en haine, moi, la première entrevue que j'ai eue pour devenir policier lorsque j'avais, je pense, j'avais 20 ans, c'était avec la Sûreté du Québec. Et puis, je me souviendrai toujours, durant mon entrevue, je pense que c'était avec deux individus sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec. Et puis, l'entrevue, la grosse partie de l'entrevue, c'est contrôlé, c'est dirigé autour de comment j'allais réagir si je me faisais traiter de nègre. J'ai pas eu la job. Et puis 60 ans plus tard, 60 ans, pas 60 ans, 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, puis ça me fait encore mal, même d'en parler ce matin. C'est le mot qui m'a fait le plus mal depuis un an. Avec les grands philosophes qui essaient de fignoler tout ça à l'intérieur de la narrative francophone, etc., je peux vous dire que ça fait encore mal après 40 ans. Ouais. Je vais vous laisser avec ça. Et puis, au niveau des cloches sur le balcon, ben,
ceux qui sonnent les cloches sur le balcon, je pense que c'est peut-être une image. Je n'étais pas au courant des cloches sur le balcon, mais c'est peut-être une image qu'on doit avoir qui représente un peu le manque de confiance que certaines communautés ont vis-à-vis des services policiers. Puis ça aussi, ça me fait mal. Ben oui. Parce que j'ai été 30 ans dans la police. C'est pas tous des racistes, c'est pas tous des mauvais, mais malheureusement, il y a des systèmes, il y a des actes, des gestes d'inaction ou d'action qui se font à l'intérieur de ces services de police-là. Vous avez vu le rapport Bastarache, je n'ai pas besoin de passer au travers, mais vous remplacerez le mot féminine ou femme ou sexe avec le mot race. Je pense que les recommandations de M. Bastarache se ressembleraient beaucoup. Fait que, tout ça pour vous dire qu'il y a un disconnect à l'intérieur de la communauté noire. Je parle de la communauté noire en particulier. Dans les milieux autochtones, c'est sûr qu'il y a un gros disconnect au niveau de la communauté autochtone et les services de police. C'est le manque de confiance. Alors, les gens sonnent la cloche, figurativement parlant, ou la vraie cloche, mais ça veut dire que, hey, il y a le trouble qui s'en vient. Ça ne devrait pas être ça. La police ne devrait pas être vue comme le trouble qui s'en vient. C'est pour ça que ça me fait mal beaucoup. Pas autant que le numéro 1 que vous m'avez demandé, mais ça me fait mal beaucoup. Donc, ça a assez duré. Ben, ça devrait, sinon la légitimité de la profession va s'éroder à un point tel où pensez pas que les choses qui se passent aux États-Unis, puis on en a eu au Québec des émeutes, et puis c'est des choses, à un moment donné, les gens ont besoin d'une soupape, si on veut, pour s'exprimer. J'ai des conversations régulièrement avec des groupes de jeunes, je vais les appeler des groupes de jeunes, de communautés noires, etc., qui sont très, très choqués. Ils n'aiment pas ce que je dis parce que j'essaie d'atténuer la situation puis dire que, on a des possibilités d'en arriver à des changements pour améliorer les situations, que c'est pas vrai qu'on devrait abolir la police. Mais eux, dans leur tête à eux autres, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent entendre. Ça fait qu'ils m'aiment pas des fois. OK. Merci. Madame Gibault, la parole est à vous. Oui, bonjour. Rebonjour, monsieur. Bonjour, madame. On se retrouve. Alors, écoutez, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand vous avez parlé de la formation et tout enveloppé, là. À mon humble avis, ça devrait commencer à la maternelle. En fait, on devrait commencer dès la maternelle à expliquer pourquoi. En tout cas, éradiquer tout problème depuis, tu sais, souvent, quand on est tout petit, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Bon, je m'excuse infiniment, hein, mais alors, je ne suis pas capable de l'arrêter, là. Je vous le dis tout de suite pourquoi, parce que j'ai mis tout ça En tout cas, ma question était si effectivement, lors de la formation, on pouvait, qu'est-ce que vous penseriez de mettre des gens qui pourraient être sur le terrain? Une formation sur le terrain, aller dans le milieu comme tel, passer du temps dans le milieu. Est-ce que ça serait accepté par les... Ben, je sais bien que peut-être par les plus jeunes, là, il y aurait une réticence. Peut-être, je ne sais pas. Mais aller les placer dans le milieu pour qu'ils soient OK. Fermez votre micro. Alors, réponse. Ben, monsieur, écoutez, c'est sûr que je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. L'insertion dans des milieux spécifiques, comme la police de Longueuil l'a fait au niveau des itinérants, au niveau des prostituées, au niveau de certaines, la communauté musulmane, etc. Et vous avez vu qu'il y a eu quand même des réticences au projet, OK? Mais moi, je regarde, encore une fois, ça fait qu'il y a du bienfait à ça, mettre les policiers dans certains milieux spécifiques. Je pense qu'il y a du bienfait. Mais lorsqu'on parle du problème du profilage racial,
c'est pas vraiment un manque de compréhension d'une communauté X. C'est des perceptions, c'est des stéréotypes qui, comme Madame l'a dit, se développent depuis la maternelle ou peut-être même la prématernelle. Fait que, tu sais, prendre 10 policiers puis autour, les mettre aller jaser, prendre un café, manger de la nourriture jamaïcaine ou haïtienne ou afro-américaine. Je veux dire, au bout de la ligne, lorsqu'ils pratiquent le travail de police, si encore ils pensent que les Noirs sont plus prônes à la criminalité, bien, ça ne changera pas. Ils vont aimer la cuisine, ils vont aimer la musique, mais au bout de la ligne, s'ils pensent encore que c'est des criminels, ça ne changera pas. Fait que c'est pas mauvais, madame, pour répondre à votre question, mais en même temps, je pense que au niveau policier, c'est des formations, qui commencent au cégep, au niveau de anti-racisme et anti-profilage racial. J'en ai fait une hier soir pour un groupe ici à Montréal, virtuel. Puis, tu sais, on y va au cœur de la situation. Puis ensuite de ça, ben, Nicolette, parce que Nicolette, c'est basé sur des scénarios. Okay? Sur la formation, c'est basé sur des scénarios en général. Alors là, on doit inclure des membres racisés, des communautés, etc., dans des scénarios véridiques qui vont refléter la réalité et comment intervenir dans des interventions. Ça, c'est ça qui est important. Merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, je vais vous amener, moi, au niveau de la nomination des directeurs, vous recommandez 2/3 d'un conseil municipal. On a reçu d'autres propositions dans lesquelles on nous mentionnait qu'il ne devrait justement pas y avoir d'élus sur le comité de sélection et que c'est un comité qui pourrait être indépendant avec peut-être le directeur général de la ville et un organisme externe qui pourrait être genre École nationale de police avec leur centre d'appréciation du personnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aura plus de profit à aller de ce côté-là que d'aller du côté des 2/3 des élus? Parce que les 2/3 des élus, bien, si c'est le même parti politique qui rentre au pouvoir, la même influence risque d'être là quand même. J'essaie toujours d'essayer de me garder en dehors de la politique, mais puisque vous l'avez demandé, ça c'est mon opinion à moi-même. Je pense que les élus doivent être mis imputables des décisions qui sont prises au niveau de la sélection d'un chef de police. Fait que les éliminer complètement du processus, selon moi, puis après ça, ils peuvent blâmer la population, ils peuvent blâmer d'autres personnes, les groupes communautaires. C'est eux autres qui l'ont élu, nous autres, on n'a pas eu affaire à ça. Je pense que c'est contre-productif. Fait que je pense qu'un amalgame, justement, d'élus, personnes, mettons Montréal, personnes de groupes communautaires, je pense qu'un bon amalgame, devrait être important. Puis, il y avait eu des recommandations au niveau du comité de l'OCPM de Montréal, la communauté de consultation publique de Montréal, qui disait que le public devrait pouvoir, justement, une audience publique et poser des questions. C'est quelque chose quand même qui serait intéressant aussi à voir. Est-ce que ça allongerait le processus d'une façon telle qu'on n'aboutirait pas? Je ne sais pas, mais au bout de la ligne, il faut que la personne qu'on va sélectionner comme chef de police représente finalement la population auquel il va représenter. Il représente la population auquel il va être le dirigeant du service de police. Fait que c'est ça ma longue réponse à votre courte question. Merci. Ça va, Mme Jennings? Bonjour, c'est dommage qu'on a perdu M. Niemi, mais vous faites une bonne remplaçante. J'ai 3 questions. Ouais. Quand vous parlez de la formation, le recrutement des étudiants, etc., vous dites qu'il devrait avoir une autre voie à part de celui des conventions qui permettra d'aller recruter, intéresser plus de jeunes de la diversité. Vous êtes consciente qu'il existe déjà un tel programme, par exemple, au niveau des sciences infirmières. L'Université de Montréal offre un programme de baccalauréat où l'infirmière peut obtenir 3 diplômes ou 3 certificats à l'intérieur d'une période X
Et une fois qu'elle a obtenu le 3e, elle est automatiquement octroyée un baccalauréat. Est-ce que c'est ce genre de choses dont vous parlez? Parce qu'il va falloir que, peu importe la voie, au bout de la ligne, le diplôme en technique policière soit de la même équivalence et la même valeur. Ça, c'est la première question. Deuxième question, sur le délai pour porter plainte en déontologie policière, vous recommandez que ça soit élevé de 1 an à 3 ans. Vous savez qu'avant que ça ait été réduit à une période d'1 an, quand la loi a été adoptée la première fois, c'était 2 ans. Et si jamais les recommandations qui sont faites pour que le commissaire a le pouvoir de faire des enquêtes systémiques, qu'il y a des provisions sur la révision de nos refus d'enquêter ou même, par exemple, de recevoir une plainte sont plus claires, plus spécifiques, etc., seriez-vous en faveur que le délai soit de 2 ans à nouveau, mais avec ces autres éléments qui vont renforcer les pouvoirs et les responsabilités du commissaire à la déontologie policière? Deuxième question. Et la troisième, la création d'un comité consultatif sur les techniques policières dans chaque institution qui offre des programmes de techniques policières. Parlons un peu plus sur cela. Merci. Peut-être je pourrais, excusez-moi, parce que l'Internet a été un peu difficile ce matin, mais au niveau de la déontologie policière, nous, dans nos propositions, nous avons suggéré 3 ans en vertu de la durée normale du Code civil, mais une prolongation de 2 ans, il devrait aller aussi parce que on revient à disons, la norme originale de la loi comme vous l'avez soulevé. Nous avons pris connaissance des recommandations du commissaire dans sa soumission au comité. Nous sommes de manière générale assez d'accord avec ce que le commissaire dit au niveau de systémique, au niveau de la capacité d'initier une enquête de sa propre initiative. Mais une chose importante, c'est qu'il faut absolument abroger l'article 192 qui permet aux policiers de ne pas coopérer avec le commissaire lors d'une plainte. Et deuxièmement, il faut assurer que le commissaire se dote de politiques transparentes, disponibles au grand public sur la gestion des plaintes, dont les plaintes de profilage racial. Parce que contrairement à la Commission des droits de la personne, on ne sait pas quelle est la politique du commissaire par rapport à l'enquête sur les plaintes en matière de déontologie policière, parce que l'angle juridique est un peu différent en matière de déontologie policière. Et la troisième chose aussi, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de le commissaire a proposé des moyens pour rendre accessible le système. En fait, ce n'est pas juste le commissaire, mais aussi le comité. Donc, c'est pour ça, dans notre proposition, nous avons suggéré une responsabilité, une précision statutaire pour s'assurer que les effectifs du commissaire, même dans la nomination du commissaire et des membres du comité de déontologie policière, que la diversité soit reflétée à tout le niveau, parce que je crois que vous avez été la première et puis la dernière personne à être nommée à titre commissaire adjointe en déontologie policière qu'une personne racisée, Mme Jennings. Et ça, c'était encore, ça fait presque 15 ans déjà, et c'est pas normal en 2021. Définitivement. Juste le petit point que j'aimerais mentionner au niveau de l'article 192, qui est tellement contentieux, mais on ne s'embarquera pas dans des discussions de droit ce matin, mais ça a été réglé au niveau de la Cour suprême, l'article 192, au niveau de si un policier se doit soumettre à des déclarations au niveau des enquêtes administratives. La Cour suprême a situé là-dessus. Moi, je ne comprends pas que c'est encore utilisé, ce que, en tout cas, on ne s'embarquera pas là-dedans. Je vais répondre à la formation, au niveau de la formation de recrutement, Mme Jennings. Tout simplement, ce que je veux dire, c'est que je comprends la voie des sciences infirmières. Malheureusement, on se rend dans le dilemme à savoir si oui ou non les services, la profession, le travail policier, c'est une profession ou c'est un emploi. OK? Ça fait qu'il y en a qui disent
le domaine, la carrière d'un policier, c'est pas une profession parce qu'il n'y a pas justement de certification comme, par exemple, la profession d'avocat, la profession de docteur, etc. Alors, il y a justement ce débat-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le programme de technique policière, comme ça se fait en Ontario, devrait être au même niveau qu'un diplôme en sciences sociales ou un diplôme en sciences humaines ou quoi que ce soit au cégep. C'est un certificat de cégep comme les autres. On dit souvent qu'on veut avoir des services de policiers diversifiés au niveau de la façon de penser, des personnes qui sont plus aptes au sens social, plus aptes en psychologie, par exemple, etc. Même une personne qui aurait un diplôme en sciences infirmières au niveau collégial et non universitaire, tu sais, ça serait quelqu'un qui serait intéressant à avoir ça au niveau de police. Fait que, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que faisons fi de cette catégorie de conventionnels-là pour justement ouvrir l'accès à d'autres, l'accès à l'école nationale de police, simplement comme prérequis d'avoir un DEC, peu importe la sorte de DEC. Et puis après ça, ça devra être à l'individu de bonifier pourquoi, s'il y a un DEC en gymnastique, pourquoi il devrait être considéré au même niveau qu'une personne en technique policière. Peut-être que la personne a fait beaucoup d'autres choses, même s'il y a un DEC en gymnastique ou en éducation physique, peut-être qu'il a fait beaucoup d'autres choses qui surpassent qu'est-ce que la personne avec un DEC en technique policière a fait. Alors, moi, tout simplement, c'est ça que je veux amener au niveau de ouvrir le bassin, si on veut. Ça va? Est-ce que les questions ont été répondues, les trois? Oui. Juste la troisième question, j'ai mal compris, Mme Jennings. La troisième question, c'est que vous avez recommandé que chaque institution qui offre un programme en technique policière mette sur pied un comité consultatif rempli évidemment avec la diversité, avec un mandat de faire conseiller, etc. Cette institution. Alors, j'aimerais vous entendre brièvement sur quel sera l'objectif recherché en faisant cette recommandation. Je pourrais peut-être commencer d'abord au niveau de c'est d'assurer qu'il y a que dans le corps enseignant et dans le contenu du programme de formation, qu'il y a des notions qui reflètent la réalité vécue par des gens issus des divers secteurs de la société. Nous avons remarqué que dans l'ensemble des programmes d'enseignement dans technique policière, le personnel enseignant ne reflète pas la diversité réelle du milieu. Le corps étudiant ne reflète pas non plus la diversité qu'on recherche. Donc, on donne des formations souvent de manière très abstraite et parfois il y a des véhiculations, des stéréotypes inconscients. Et puis la diversité, vous savez, pour nous, c'est pas juste la diversité raciale, ethnique aussi. De plus en plus, il y a une question de comment transiger avec les personnes ayant un handicap visible ou non, comment transiger avec les personnes âgées de toutes ces formes-là. C'est pour ça que dans la vieille formule d'antan, on avait toujours assuré la participation des divers groupes socio-économiques de la société, non seulement pour conseiller, mais de plus en plus avoir un mot à dire sur aussi non seulement le service final, mais aussi la manière dont ce produit est faire le service est livré dans ce cas-ci aux étudiants. Est-ce que, moi, je vais vous poser une question qui fait suite à celle de Mme Jennings avant de donner la parole à M. Matt, parce que le temps file. Il y a plusieurs dans votre document, puis on sent qu'il faut nommer les choses. Au-delà de parler de sensibilisation, nommons les choses, les corrections à apporter, etc., etc.
il y a comme une urgence sur la représentation de la diversité dans les corps de police, et vous le savez, s'il y avait un coup de barre à donner à court terme, parce que ce dont on parle, c'est davantage les déterminants, c'est structurant pour le moyen et long terme. S'il y avait un véritable coup de barre à donner là, dans les 2 prochaines années pour favoriser justement l'intégration ou l'espèce d'intérêt de la part des jeunes, autant autochtones que des communautés, comment on pourrait se prendre vraiment à court terme? Moi, j'ai 3 choses. 3 choses rapides. Ouvrir l'accès, ben là, je viens d'en parler tantôt au niveau d'aller à l'école de police. Ouvrir l'accès à la profession, numéro 1. L'autre, après ça, c'est au niveau marketing. Le marketing du travail de police. Ça se fait à chaque jour avec chacun des interactions individuelles qu'un policier a avec tout le monde. Puis encore plus avec les membres des minorités qui sonnent la cloche quand ils voient des polices. Okay, ça, c'est numéro 2. Puis, troisièmement, ben, au niveau du service de police en tant que tel, ben, c'est une déclaration explicite de tolérance zéro sans jouer sur les mots parce que, vous savez, on peut faire, comme vous l'avez dit, il faut nommer les choses. Mais dans la police, malheureusement, notre culture policière est telle que on pense qu'on n'a jamais tort. Il y en a qui, ici, c'est des, je sais que je parle des anciennes polices, là, ici, puis c'est sûr, c'est des polices plus érudits que la majorité, mais en même temps, à l'interne, là, puis moi, je le vis à chaque jour parce que je suis en contact avec des policiers sur différents niveaux, à la grandeur du pays. Il y a cette idée que on n'est jamais tort, c'est la communauté qui ne nous comprenne pas. Ça, ben, il faut peut-être renverser ça. Peut-être qu'on ne la comprend pas, la communauté. Peut-être que je pourrais ajouter une chose un peu plus sur le plan macro aussi. Je crois que quand on regarde actuellement au niveau de la formation des juges, qu'on regarde ce que la Commission vient recommande, qu'on regarde aussi que la Commission Laurent est en train de recommander, il y a un mouvement de réforme, de refonte fondamentale des structures de la société québécoise qui date depuis la Révolution tranquille, depuis les années de Québec Inc. des années 80. Il faut moderniser et je crois qu'il faut faire passer le message que la diversité ou la capacité de fournir un service à une population diversifiée, sans discrimination, un service de qualité, un service accessible, un service imputable doit devenir un principe de base fondamental, incontournable pour tous les dirigeants policiers, que ce soit des chefs de police ou même des policy makers au sein de la sécurité publique. On voit de plus en plus de juges qui se donnent, disons, la mission de se former. Et je crois que ce genre de formation, que ce soit la base au niveau de formation continue, reflète une philosophie en mutation, c'est qu'il faut moderniser notre façon de faire, notre pensée, notre vision des choses, notre vision de nous-mêmes. Et avec ce changement de mentalité-là, je crois que les mesures techniques ou, disons, concrètes viendront plus facilement. Donc, il faut voir de manière beaucoup plus transversale. Et pour ça que je crois que la communication a aussi apporté des éclairages importants pour le système de police. C'est bon, on est rendu là. On va terminer avec M. Matt. La parole est à vous, M. Matt. Oui, je veux revenir sur la proposition de M. Babineau de passer droit après un diplôme universitaire et autres pour entrer à l'École nationale de police. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, ben d'abord, je pense qu'il va faire une adaptation de la formation à l'École nationale de police pour que ces personnes-là reçoivent la formation de base nécessaire. Mais est-ce que ces personnes-là ne pourraient pas être dirigées dans des fonctions plus spécialisées à l'intérieur des corps de police directement? Non. Non, parce que, monsieur, vous savez, le travail de police, là, il y a 90% de bon sens, de sens commun, on va appeler ça, puis 10% de technique. Je parle du travail de police général, là. Je ne parle pas d'experts et aux empreintes digitales, puis des maîtres chiens, etc. Le travail de police, à 90%, c'est du common sense, puis 10%, c'est des choses qu'on apprend à l'école de police. Ce n'est pas une question de passer droit, c'est une question de mettre sur un pied d'égalité tous les diplômes au niveau collégial, après ma barre,
Puis ensuite de ça, mettons que moi, je veux aller à Nicolette, puis j'ai un diplôme en éducation physique. Dans mon CV, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à date qui mérite que je sois considéré pour un poste à Nicolette. And by the way, à Nicolette, comme c'est en Ontario, je ne vais pas m'embarquer dans les choses spécifiques, mais ils ont quand même un processus qui est centralisé. Puis après ça, c'est les services de police qui engagent les gens qui sont certifiés au niveau centralisé, puis qui les envoient à l'école de police après ça. Fait que c'est vraiment imputabiliser les services de police individuels qui feraient la sélection à prime abord de ces individus-là avec un DEC en éducation physique, par exemple, ou un DEC en sciences sociales, puis leur cheminement, leur CV, puis dire oui, je pense que ça va être une bonne police, puis à Nicolette, il va réussir. Puis c'est un engagement du service de police de Montréal qui dit on met notre argent derrière cet individu-là, puis on l'envoie à Nicolette pour se faire former dans le policier, comme policier. Selon moi, là, il n'y a personne qui va me convaincre que Nicolette, avec tout le respect que je lui dois, c'est le summum de la... Il n'y a pas d'autre modèle au pays qui équivaut ça, etc. Écoute, je ne veux pas dire que la GRC est meilleure. La GRC, ça prend un secondaire 5, puis on passe 6 mois, mais avec tous les problèmes que la GRC a eu au cours des années, je ne pense pas que je vais l'utiliser comme exemple. Mais je préfère utiliser le service de la police de l'Ontario comme étant un modèle qui serait intéressant d'examiner plus sérieusement pour voir si... encore une fois, c'est ouvrir la profession. Présentement, c'est restreint. Bon, bien, merci beaucoup. Oui, rapidement, il est déjà 42. Allez-y, M. Matt. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez, parce ce qu'on cherche à régler, c'est le problème des personnes racisées qui intègrent des organisations policières. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire-là pourrait permettre davantage? Absolument, parce que ça ouvre le bassin. Tu voyez, si je suis technicien policier, je ne pouvais pas rentrer parce que ça prenait 75% à rentrer. J'ai été capable d'aller en éducation physique parce que ça prenait 70% de secondaire. Puis je sors avec un diplôme en éducation physique. Mais j'ai fait un paquet de choses de volontariat, d'impliquer dans ma communauté, etc., etc. Vous, comme gestionnaire, pensez-vous pas que je serais un bon candidat? Même si je n'ai pas mon chose en technique policière. En tout cas, ne répondez pas à la question. Non, mais c'est ça. Je te comprends vraiment ouvrir le bassin et imputabiliser les services de police sur les personnes qui embauchent après ça. Merci. M. Babineau, vous êtes trop vieux, vous êtes comme moi pour être réentré. Trop vieux, c'est ce que j'ai dit. C'est discrimination basée sur l'âge. On est encore des sages. On est des sages. Ça fait de la vis. Merci, M. Babineau, M. Niemi. Merci beaucoup pour votre document, votre pragmatisme, on va le dire. Ça va nous être très utile. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, Paul. Merci, Alain. Bye, merci.